Bonjour à tous. En 2018, à la suite du rapport Villani, le président de la République décide de doter la France d'une stratégie pour l'intelligence artificielle. L'objectif est de faire de nous, de la France, un champion dans ce domaine. 5 ans plus tard, on n'a pas l'impression qu'on y est arrivé, mais on a un nouveau coordinateur qui est à la tête de cette stratégie. Guillaume Avrin est mon invité aujourd'hui. On parlera évidemment de tous ces sujets stratégiques autour de ChatGPT et des intelligences artificielles génératives et de où se positionne la France, comment accélérer davantage. Dans une deuxième partie de l'émission, on parlera là de l'économie du mobile avec cette question de comment répondre aux objectifs environnementaux avec mon invité régulier sur ce sujet, Jérôme Bouteiller, qui sera en compagnie d'un spécialiste du marketing durable. Mais tout de suite, donc, c'est la grande interview de Guillaume Avrin, le coordonnateur de la stratégie pour l'IA en France. En janvier, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministre de la Transition, chargé de la transition numérique et des télécommunications, avec le secrétaire général pour l'investissement en charge de France 2030, ont annoncé sa nomination. Bonjour Guillaume Avrin. Bonjour Delphine, merci beaucoup de m'avoir. Merci à vous d'être ici. Bienvenue sur le plateau de Smartech. Donc, vous êtes le nouveau coordonnateur de la stratégie pour l'intelligence artificielle, stratégie nationale. Elle a été lancée en 2018, je le disais dans le sommaire, par le président de la République à la suite du rapport Villani, avec cet objectif de positionner notre pays comme un leader en matière d'intelligence artificielle, leader européen et même mondial. 5 ans plus tard, on n'y est pas, Guillaume. Alors on en est loin. À quel point ? Alors, moi je pense qu'on est au contraire plutôt bien positionné. En fait, comme vous le disiez, le plan français pour l'intelligence artificielle a commencé en 2018, dans la continuité de la remise du rapport Villani. Et tout l'objectif de la première phase de cette stratégie, c'était justement de se mettre en ordre de bataille. Donc de structurer l'écosystème de recherche et développement en intelligence artificielle, également de mettre en place un certain nombre de communs numériques, dont un supercalculateur Jean Zé, qui permet de soutenir les développements de systèmes d'intelligence artificielle. Donc on a aujourd'hui un écosystème qui est prêt à passer à l'action pour aller saisir l'ensemble des opportunités de marché sur l'intelligence artificielle. Et on pourra revenir sur le sujet, mais même sur les nouvelles approches de l'intelligence artificielle qui font beaucoup parler aujourd'hui, on a en fait déjà des acteurs bien identifiés, positionnés sur ces sujets. L'objectif, c'est vraiment de passer à l'échelle et d'aller saisir ces opportunités. C'est toujours la problématique, en fait, de pouvoir s'appuyer sur des champions du numérique. Tout à fait, c'est exactement ça. Et l'objectif de la stratégie nationale pour l'IA, ça va être de repérer ces champions, de les écouter d'une part pour essayer de répondre au mieux à leurs besoins pour permettre leur développement, mais aussi d'accompagner leur stratégie de développement en dérisquant l'investissement, en accompagnant leur développement. Bon, et en plus, vous allez les écouter et bien les comprendre a priori. Je vais juste dire quelques mots de votre parcours. Vous êtes docteur en robotique et neurosciences, premier expert français qualifié par le COFRAC, le comité français d'accréditation en IA. Qu'est-ce qui vous a valu cela ? Alors, en fait, ça correspond à une mission, à un besoin très particulier du COFRAC, qui est donc l'organisme en charge des accréditations des centres d'essai et des organismes de certification sur le territoire national. Et ils ont besoin, moi je fais des termes techniques, mais ils accréditent donc 17025 des centres d'essai qui peuvent faire tout type d'analyse, par exemple de l'analyse d'amiante dans des échantillons. Et ces acteurs, ces laboratoires, se posent la question s'ils ne peuvent pas intégrer de l'intelligence artificielle pour améliorer leur compétitivité, pour être plus efficace, améliorer leur performance, etc. Et toute la question que se pose le COFRAC, c'est est-ce que on peut accepter le fait qu'on automatise un certain nombre de tâches d'analyse qui peuvent avoir un impact sanitaire, qu'on les automatise par l'intelligence artificielle, et donc ils ont besoin d'experts pour apprécier si ça peut être automatisé ou pas par l'IA. Et c'était vraiment ma mission, et donc j'avais été effectivement le premier en France missionné sur le sujet. Alors, précédemment, avant de prendre la tête de cette stratégie nationale pour l'IA, vous étiez responsable du secteur intelligence artificielle au Laboratoire national de métrologie et d'essai, le LNE, donc qui est en charge d'évaluer la conformité et la qualification de ces algorithmes qui sont mis sur le marché. C'est un travail de certification ? Alors, il y a 3 grandes missions qui étaient associées à mon départ. On peut certifier des algorithmes aujourd'hui ? Alors, on peut effectivement. Le LNE, en 2021, a proposé la première certification au monde pour l'intelligence artificielle. J'animais justement le groupe de travail qui a conduit à la mise en place de cette certification. Mais c'est une des activités du LNE et donc du département évaluation de l'IA. Il y a effectivement de la certification, de l'évaluation de conformité par rapport à des exigences, mais il y a également des activités d'essai
pour caractériser, pour évaluer les performances de ces systèmes intelligents, et des activités dites de métrologie pour définir les métriques, les protocoles d'évaluation qui vont permettre de rendre compte des performances de ces systèmes d'IA. Et ce sont des références qui ont cours en France uniquement ou qui peuvent aussi prendre au niveau européen, à l'international? Alors, on avait une activité qui était très européenne, avec la mise en place de nombreux partenariats en Europe. À l'international, on avait mis en place un partenariat stratégique avec le NIST aux États-Unis, qui est un acteur très compétent et positionné depuis longtemps sur ce sujet de l'évaluation de l'IA, depuis plus de 30 ans. Donc voilà, quelques partenariats internationaux, mais après, c'est un peu le marché, tant qu'il n'y a pas un cadre réglementaire qui impose le fait qu'il y ait ces évaluations de conformité, c'est finalement le marché qui décide si on a besoin effectivement de ce référentiel de certification du LNE, d'un autre label qui serait proposé par un autre acteur, etc. Et donc c'était vraiment la manière dont ça se passait. L'objectif, c'était d'avoir les référentiels d'évaluation de la meilleure qualité possible, de manière à convaincre le marché de leur utilité. Et c'est une qualité technique, ça n'embarque pas les questions éthiques? Si, tout à fait. Aussi. Alors, après, toute la question, et c'est une question qu'on se posait déjà à l'époque. Parce que le marché attend ça. Oui, bien sûr. Mais en fait, une des missions justement du LNE qui mélange un peu ces trois types d'activités, c'était de traduire un terme haut niveau éthique en éléments mesurables, quantifiables, que l'on peut mesurer avec donc des évaluations reproductibles. Et c'était tout ce qu'on essayait de faire dans le cadre de ces évaluations au LNE. Ça peut être l'analyse de biais dans des données qui permettraient d'entraîner des systèmes d'intelligence artificielle, des évaluations entrée-sortie, évaluer la qualité des explications renvoyées par l'intelligence artificielle, etc. Vraiment toutes les données, toutes les informations qui contribuent à faire de ces systèmes d'IA des systèmes de confiance. Donc vous êtes passé par la recherche, par des postes très opérationnels aussi. Mais alors là, quel genre de poste est-ce la coordination de la stratégie nationale de l'IA de la France? Ouais. C'est un poste politique, Oui. Alors, l'objectif principal du poste, c'est de s'appuyer sur l'ensemble des administrations et des ministères concernés par l'intelligence artificielle pour structurer l'écosystème IA sur l'ensemble de la chaîne de valeur. On parlait d'évaluation, de benchmarking, ça peut être de l'évaluation de conformité réglementaire lorsque l'AI Act sera entré en vigueur, mais il y a bien sûr la conception, le développement et l'utilisation de ces technologies d'IA. Ça se traduit par 3 missions principales, ce qu'on fait à la Coordination nationale pour l'IA. Une mission d'investissement. Et on a donc un budget pour la phase 2 d'1,5 milliard d'euros pour soutenir justement les stratégies de développement de ces champions nationaux en IA et également former à l'intelligence artificielle pour favoriser la diffusion de ces technologies. Une mission de coordination interministérielle pour s'assurer qu'il y a bien une cohérence globale entre les actions qui sont lancées par le ministère de l'Intérieur en IA et celles lancées par le ministère de la Justice, par exemple. S'assurer qu'il y a de la cohérence, maximiser l'impact de nos actions, de nos initiatives publiques, maximiser également l'impact des investissements publics consentis. Et puis la troisième mission, c'est une mission d'animation de l'écosystème, parce que tout ne coûte pas de l'argent pour mobiliser l'écosystème. Il y a besoin de transmettre l'information, de mettre en relation, de s'assurer qu'on est bien positionné par rapport aux enjeux internationaux, les enjeux de demain pour lesquels l'intelligence artificielle peut apporter des réponses. Et c'est ces 3 missions-là, les missions particulières de la Coordination nationale pour l'IA. Et vous posiez la question de savoir si c'était un rôle qui était politique ou pas. Je pense qu'on peut le qualifier de politique au sens premier du mot, c'est-à-dire que les finalités des actions que l'on mène dans le cadre de cette Coordination nationale pour l'IA, elles doivent se traduire en termes de progrès économique et du bien-être social. Et d'ailleurs, si notre politique industrielle que l'on met en place sur l'intelligence artificielle, elle doit s'évaluer et on doit rendre des comptes au grand public par rapport à ces objectifs de progrès économique et de bien-être social. Donc voilà. Et alors, c'est aussi l'idée que tout le monde au sein du gouvernement parle d'une même voix sur ce sujet de l'intelligence artificielle. On a entendu Jean-Noël Barrot se positionner sur la question de faut-il un moratoire, faut-il ralentir sur les IA génératives avec toutes les questions éthiques que cela pose, les questions sociétales, économiques aussi. Et il nous dit non. Vous avez été consulté là-dessus? Comment vous vous organisez pour porter cette parole de la France? C'est tout le rôle de la coordination, justement, de s'assurer que les positions sont bien concertées, qu'on arrive à trouver les bons consensus et qu'on a pris en compte les avis de l'ensemble des ministères. Donc c'était le cas sur ce sujet. C'est la lettre qui avait été diffusée par Future of Life sur effectivement la proposition de mettre en place un moratoire de 6 mois. Oui, tout à fait. Donc non, ça ne sert à rien? Et bien voilà, comme le disait le ministre Barrot, il s'avère que
sur l'IA de confiance, et même les enjeux éthiques associés à l'intelligence artificielle, la France et l'Europe étaient certainement les premiers à se saisir du sujet et finalement à inscrire les développements et les déploiements de technologies d'intelligence artificielle dans un cadre de confiance. Donc on l'a fait en 2018, quand on a lancé la stratégie nationale pour l'IA, on l'a quand même intitulé Donner un sens à l'intelligence artificielle. Oui. C'est bien qu'on voyait ces développements et ces déploiements dans un cadre maîtrisé pour l'IA, et ça a été, je peux citer plein d'exemples, mais au niveau national, donc, on a ensuite mis en place un grand défi qui était dédié à l'IA de confiance. Aujourd'hui, sur le volet, on pourra en revenir sur le sujet tout à l'heure, mais sur le volet Deep Tech de la phase 2 de la stratégie nationale pour l'IA, il y a 3 axes identifiés comme prioritaires: l'IA de confiance, l'IA embarquée et l'IA frugale. Donc il y a bien l'IA de confiance, y compris dans cette phase 2. Au niveau européen, donc il y a l'AIA qui va entrer en vigueur en 2025. On est en train de travailler sur les normes harmonisées qui vont permettre de soutenir l'évaluation de conformité associée à ces certifications réglementaires. Il y a également l'Europe, dans le cadre du programme Digital Europe, a mis en place des Testing and Experimentation Facilities for AI. Et il y en a 4 sectoriels sur le territoire européen qui réunissent, chaque TEF réunit plus d'une quarantaine d'acteurs. Et l'objectif, c'est de mobiliser les centres d'essai, les organismes de certification, enfin, finalement tous les acteurs qui contribuent à la confiance pour l'IA. Donc on a fait énormément de choses. Et peut-être que ailleurs, en extra-européen, peut-être que l'enjeu de la confiance pour l'acceptabilité sociétale de l'IA avait peut-être pas été soit perçu, soit identifié comme prioritaire. En tout cas, au niveau national et européen, ça a été le cas depuis le début. Et donc le mot, étant donné par ailleurs, désolé, ma réponse est un peu longue, étant donné par ailleurs l'opportunité économique justement et de réduction de la pénibilité du travail associée au déploiement de ces technologies d'IA générative ou ces gigamodèles, voilà, il n'y a pas de raison de se priver de l'apport de ces technologies d'intelligence artificielle à partir du moment où on a, par construction, établi un cadre de confiance pour leur utilisation. Mais alors la question quand même que pose l'Italie avec la conformité ou non de ces modèles avec le règlement européen sur la protection des données personnelles. Ouais, c'est effectivement une très bonne question, et je pense qu'on peut même, au-delà du RGPD, parler des futures exigences réglementaires qui seront contenues dans l'AI Act. Sous la présidence française de l'UE, des articles dédiés aux IA d'usage général ont été ajoutés à cette proposition de réglementation. On est en train, alors il y aura des actes d'exécution de la Commission européenne qui préciseront les exigences techniques associées à ces systèmes d'IA d'usage général, mais l'idée c'est bien de se dire, à minima, on veut que lorsque une IA d'usage général est utilisée pour une application à haut risque, eh bien, qu'on ait le même niveau de confiance que pour des systèmes d'IA qui seraient vraiment dédiés à des applications spécifiques. Même niveau de confiance et également transparence. C'est-à-dire qu'on veut s'assurer que quand un utilisateur, un citoyen par exemple, s'il est amené à interagir avec un chatbot qui serait doté d'une IA d'usage général, qu'il soit informé et qu'il ait la capacité de comprendre qu'il est en train d'interagir avec une IA. Je pense que ça, c'est vraiment les exigences minimales dont on veut s'assurer. Et effectivement, l'objectif, c'est bien de dire, si ces systèmes d'IA qui soient produits en extra-européen ou en Europe et qui ne correspondent pas, enfin qui ne respectent pas ces exigences-là, effectivement, ils n'auront pas l'autorisation d'être commercialisés. Mais le problème, c'est que cet AI Act, par exemple, il est en cours et déjà il est bousculé par l'arrivée, l'éruption de ChatGPT dans notre paysage, dans nos usages au quotidien. Donc on voit quand même qu'on n'est pas dans les mêmes rythmes. Ouais. Et je pense que c'est ça qui est très intéressant, et d'ailleurs ça a été prévu ab initio, depuis le début et par construction de cet AI Act. Il a été prévu parce qu'on sait très bien que les technologies d'IA progressent très vite. Tous les 6 mois, on a des nouveaux, et même je dirais que aujourd'hui c'est plutôt toutes les semaines, on a des nouveaux modèles d'intelligence artificielle qui sortent. L'objectif, c'est bien de pouvoir être flexible, notamment sur les annexes qui précisent ce que c'est que l'intelligence artificielle, quels sont les périmètres considérés comme être concernés des applications à haut risque de l'intelligence artificielle. On va pouvoir modifier ces éléments réglementaires en fonction de l'actualité de l'IA. Mais voilà, en fait, on répond finalement à la fois aux besoins d'encadrement. Vous le disiez tout à l'heure, on a un besoin de s'assurer que c'est des IA qui sont éthiques, qui sont absentes de biais, de discrimination, qui sont performantes, qui sont robustes, qui sont résilientes, et par ailleurs, on a besoin d'avoir... Donc, il faut encadrer réglementairement, mais en même temps,
on veut s'assurer qu'on est capable d'innover sur le territoire européen. Et ChatGPT aurait pu être lancé si l'AI Act avait été Non, aujourd'hui, en vigueur en non, Europe. Effectivement, et c'est très intéressant. Il n'aurait pas pu, je pense, parce que il y a notamment les exigences de transparence, et en particulier de transparence sur les données qui ont permis d'entraîner ces systèmes d'intelligence artificielle et d'analyse éventuellement de biais concernant les sorties de ces systèmes d'IA. Aujourd'hui, bon, il y a un certain nombre de procès en cours sur la propriété associée à ces données qui ont été utilisées pour l'entraînement. Donc je pense que ça fait partie typiquement des questions sur lesquelles il faut progresser. Il y a des débats en cours sur l'AI Act pour répondre à ces questions, mais il faut progresser rapidement sur la définition de ces exigences minimum attendues pour ces IA d'usage général. Bon, alors pendant ce temps, l'écosystème IA français court après tout ça. On a parlé hier en plateau de la cartographie publiée par le Hub France IA. Quel est votre regard aujourd'hui sur l'écosystème français ? Alors, effectivement, j'ai vu que vous aviez reçu Caroline hier. Au passage, je pense que c'est très important. Et vous étiez présent à la présentation de la cartographie. Tout à fait. Et je pense qu'il est très important sur le volet 3 de la stratégie nationale pour l'IA qui concerne le rapprochement entre l'offre et la demande, de s'assurer que l'on a ces acteurs qui mobilisent l'écosystème, qui soient présents et qui puissent rapprocher l'offre de la demande, sécuriser, mobiliser les intermédiaires pour les relations sécurisées. Parce qu'aujourd'hui, quand on est une start-up de l'IA, on ne pense pas offre et demande déjà alors du coup, j'ai pas encore terminé à répondre à la première partie de la question, mais pour répondre à la deuxième, si, je pense que oui. Après, ce qu'on appelle, par exemple, les startups deep tech, on est quand même sur le temps long, sur la partie R&D. Donc, on est sur le développement d'une technologie qui est innovante. Les usages, finalement, ils sont un peu plus éloignés. Et on doit s'assurer que, il y a bien d'une part un besoin pour ces technologies d'intelligence artificielle dans différents domaines d'application, surtout pour les IA d'usage général, où justement les domaines d'application peuvent être extrêmement nombreux. Et on veut aussi s'assurer, en termes de besoins de l'utilisateur final, justement que le cadre de confiance est établi. Donc, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels prendre en compte la demande, le besoin en parallèle du soutien à l'offre Deep Tech, c'est important pour favoriser le déploiement de ces technologies. Et alors, je vous laisse terminer donc sur notre écosystème aujourd'hui qui a besoin d'être structuré. Alors, je pense qu'il a besoin effectivement d'être structuré, de s'assurer que sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'IA, on est bien positionné, qu'on a au moins une solution souveraine sur chaque élément de cette chaîne de valeur, ce qui ne veut pas dire qu'on va s'interdire d'utiliser des bonnes technologies qui viendraient de l'étranger, mais en tout cas s'assurer qu'on a une capacité à faire avec les technologies qui sont produites sur le territoire national. Si on prend juste, alors bien sûr, on a plein d'entreprises positionnées sur l'intelligence artificielle en France, même parmi les licornes, mais si on prend juste le sujet de l'IA générative, parce que là, du coup, on peut se dire, c'est le sujet d'actualité, est-ce qu'on est bien positionné ou pas ? On a des acteurs, et Caroline, je crois, a évoqué sur le plateau Lighton. Effectivement, ça fait partie de ces acteurs que l'on considère être nos futurs champions de l'intelligence artificielle générative. Mais ce qui est très intéressant de constater, c'est qu'ils se sont positionnés sur des IA génératives qui peuvent fonctionner en local. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les utiliser, par exemple, sur des lignes de production, dans l'industrie, sans avoir besoin d'aller envoyer nos données dans le cloud, sur des clouds, surtout s'ils n'étaient pas si ces données n'étaient pas hébergées en Europe ou à la main d'acteurs étrangers. En fait, il faut pour se positionner sur l'IA générative, à condition que ça réponde aux besoins spécifiques de l'Europe et notamment de notre tissu économique et industriel. Et je pense que c'est ça qui est très intéressant sur ce qui est fait aujourd'hui sur l'IA générative en France et en Europe, c'est qu'on va se positionner plutôt sur le B2B. Et par contre, dans un certain nombre de secteurs d'application, l'IA pour l'industrie, l'IA pour la médecine, pour la pharmacie, etc. Et ça, on a des acteurs... Il va y avoir des secteurs prioritaires ? Oui, tout à fait. Ça, vous êtes arrivé donc en janvier 2023. Est-ce que ça donne une nouvelle direction à cette stratégie ? Alors, on a aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, sur le volet Deep Tech, le soutien à l'offre, 3 axes qui ont été identifiés comme prioritaires. IA de confiance, IA frugale, IA embarquée. Ces axes continuent à être prioritaires, quelle que soit l'actualité sur l'IA générative. Maintenant, l'IA générative, il s'avère qu'on n'a pas commencé, Lighton travaille sur le sujet depuis 4 ans déjà, donc on n'a pas attendu le buzz ChatGPT pour se mettre sur le sujet. Maintenant, c'est vrai qu'il faut prendre en compte l'IA générative dans notre politique industrielle pour pouvoir être capable de saisir ces opportunités de marché. Alors oui, bien sûr, on va s'intéresser au sujet. On est en train de définir justement la manière dont on pourrait encore davantage accompagner les entreprises qui se positionnent sur l'IA générative, mais
la spécificité de notre positionnement, c'est justement qu'on cherchera la cohérence entre l'IA générative et ces 3 axes de la stratégie nationale en IA. On veut que ces IA génératives puissent, pour certaines d'entre elles, fonctionner en local et peut-être même, pourquoi pas, en embarqué. On veut qu'elle soit frugale pour minimiser l'impact environnemental de ces technologies intelligentes et également parce que ça répond à un enjeu de compétitivité, de réduire la consommation en données, parce que ça réduit la consommation en énergie, la nécessité pour les inférences et les entraînements, mais aussi pour le stockage de ces données. Il y a un enjeu de compétitivité autour de la frugalité et puis sur l'IA de confiance, on en a déjà beaucoup parlé tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est une condition sine qua non pour le soutien à ces développements. Et alors ce soutien, il est sonnant et trébuchant parce que vous avez une enveloppe à disposition. Vous êtes aujourd'hui dans le plan France 2030. Donc, vous l'avez dit, on entre dans une deuxième phase, plus de 2 milliards d'euros qui sont aujourd'hui dédiés à l'IA, au soutien de l'écosystème. Et dont sur cette enveloppe 1,5 milliard d'argent public. Ouais. Et donc, aujourd'hui, comment elle va être répartie cette enveloppe ? Ces IA génératives, elles sont... Alors voilà, peut-être qu'on peut reprendre ça. Donc on a 700 millions d'euros dédiés à la formation. Ouais. Formation pour les experts, les spécialistes de l'intelligence artificielle qui vont être amenés à développer ces systèmes d'IA. Également ce qu'on appelle les IA plus X. Donc tous ces acteurs, pharmaciens, avocats, médecins, chargés de maintenance, qui vont être amenés à utiliser les technologies d'intelligence artificielle dans leur quotidien pour justement favoriser atteindre cet objectif de diffusion de l'IA dans l'économie. Donc formation, pas seulement au niveau des jeunes. Non, tout à fait. Formation continue également. Oui, et c'est extrêmement important de le signaler. Donc non seulement formation initiale dans l'enseignement supérieur, mais également formation continue. Et même aujourd'hui, on soutient également des propositions pour le Bac-3 jusqu'à Bac-8, de manière à s'assurer d'une part d'attirer une diversité la plus importante possible d'étudiants pour accéder à ces formations du supérieur en intelligence artificielle, et du coup qu'on va retrouver dans notre industrie de l'IA. Et je pense notamment aux filles qui ont besoin d'être mobilisées dès le plus jeune âge sur ces technologies d'enjeu pour le futur. Donc voilà, Bac-8 à Bac+8, finalement, ça comprend aussi le doctorat. Des spécialistes et des IA plus X qui sont amenés à utiliser ces technologies d'intelligence artificielle. Ensuite, on a le soutien à l'offre Deep Tech, avec les 3 volets déjà cités. Il existe aujourd'hui des appels sortis sur chacun de ces volets, donc accessibles à l'ensemble de notre écosystème. Et s'ils viennent avec une proposition... Qui sont ouverts jusqu'à quand, ces appels ? Alors, ça varie entre les appels, mais en tout cas, tous, ils vont jusqu'à 2024 au moins. Donc, on a le temps de se positionner. Et surtout, ce qui est important, c'est que si quelqu'un vient avec une proposition sur l'IA générative, elle est déjà éligible aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on peut effectivement lancer des dispositifs dédiés à l'IA générative, mais ces propositions peuvent déjà être soutenues aujourd'hui avec les dispositifs qui ont été mis en place. Maintenant, effectivement, rien n'a été décidé pour le moment, et je ne vais pas faire d'annonce aujourd'hui, mais effectivement, on se pose la question de mettre en place des dispositifs ou un soutien spécifique sur l'IA générative pour aller, d'une part, identifier les meilleurs acteurs nationaux sur le sujet, et d'autre part, les meilleurs cas d'usage, pour vraiment bien positionner nos champions. Et ça, vous travaillez avec le Hub France IA ? Comment vous vous organisez pour repérer les pépites, les talents ? Tout à fait, c'est extrêmement important. Les investisseurs ? Oui. En fait, l'ensemble des acteurs qui contribuent à la réflexion sur l'intelligence artificielle, j'ai beaucoup parlé tout à l'heure des relations avec les autres ministères, mais c'est extrêmement important de prendre en compte l'avis de ces associations qui représentent un grand nombre d'acteurs positionnés sur le développement de l'IA ou l'utilisation de l'intelligence artificielle, les fonds d'investissement, les banques, mais également finalement tous les intermédiaires qui vont permettre comme je le disais, de sécuriser la relation entre le fournisseur et l'utilisateur de technologies d'IA. Il faut aussi interroger le COFRAC, les centres d'essai, les organismes de certification. Finalement, voilà, pour tout prendre en compte dans cette chaîne de valeur de l'IA, pour s'assurer qu'on va parvenir à la diffuser dans l'économie, à la rendre acceptable. Donc Guillaume Avrin continue en France à accélérer sur ces sujets. Tout à fait. Merci beaucoup. C'était la grande interview de Guillaume Avrin dans Smartech, le coordonnateur national pour l'intelligence artificielle. Merci encore. On fait une petite pause, on marque une petite pause et puis on se retrouve après pour parler de l'économie du mobile avec ses enjeux environnementaux. Vous êtes de retour sur le plateau de Smartech, votre émission sur le numérique, les technologies, l'innovation. On parle aussi mobile business dans cette émission, bien entendu, avec Jérôme Bouteiller, le rédacteur en chef fondateur d'Écran Mobile. Bonjour Jérôme. Bonjour. Et vous êtes venu accompagné aujourd'hui de Fabien Aumont, qui est directeur marketing produit chez Adform. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Vous allez nous parler de marketing mobile.
mais aussi de développement durable, de considération environnementale. On ne pense pas forcément que les deux vont de pair. Pourtant, ce sont aujourd'hui des obligations qui s'imposent à nous tous. Alors, avant de vous entendre sur la manière dont ces deux activités peuvent fonctionner, Jérôme, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques éléments de contexte sur ces défis environnementaux ? Oui, Delphine, alors vous avez sans doute lu il y a quelques semaines le nouveau rapport du GIEC qui nous confirme que la décennie 2010-2020 a été la plus chaude depuis 120 000 ans, que le taux de carbone dans l'atmosphère a atteint des records qu'on n'avait pas vus depuis 2 millions d'années et qu'on se dirige effectivement vers un réchauffement global de 1,5 degré d'ici 2030, ce qui devrait avoir un impact sur le quotidien de 3,3 milliards de personnes qui vivent dans des zones impactées par le changement climatique. Alors la grande question, c'est de savoir si on peut inverser cette tendance en atteignant la neutralité carbone à l'horizon 2050 et ainsi éviter le scénario catastrophe d'un réchauffement global de 3 degrés d'ici la fin de ce siècle. Et alors, que pèse le numérique et le mobile dans cette émission de gaz à effet de serre globale ? Alors, historiquement, pas grand-chose, parce que c'était plutôt des secteurs comme la production d'électricité, 41% des gaz à effet de serre, les transports, 24%, ou encore l'industrie, 19%, qui étaient pointés du doigt. Mais selon The Shift Project, le poids du numérique a beaucoup augmenté. Il est passé de 4% des émissions de gaz à effet de serre en 2018 et il devrait atteindre les 8% à l'horizon 2025 en raison d'un taux de croissance annuel très rapide, de l'ordre de 8% par an. Et donc, si des secteurs comme le transport, je le disais, ont entamé leur transition écologique, c'est désormais au numérique, évidemment, de faire l'effort partout dans le monde et notamment en France. Et quels sont les chiffres pour la France ? Alors, en France, on est un peu particulier parce que la production d'électricité, elle repose en grande partie sur des centrales nucléaires. Et selon un calcul qui a été fait par l'ADEME et l'ARCEP, le numérique, ça représente environ 2,5% des émissions de gaz à effet de serre en France et ça repose essentiellement sur les terminaux. Les terminaux, c'est 79% de cette empreinte carbone, les centres de données 16% et les réseaux 5%. Mais si rien n'est fait, l'ADEME et l'ARCEP redoutent une croissance de 65% du nombre de terminaux, de 600% de la bande passante, ce qui pourrait entraîner une hausse de 45% des émissions de gaz carbonique à l'horizon 2030 et même de plus de 187% à l'horizon 2050. Ça représenterait à peu près 50 millions de tonnes, soit 10% des gaz à effet de serre à l'horizon 2050, donc dans ce scénario catastrophe. Bon, il y a des recommandations quand même pour avancer dans la bonne direction. Ah oui, alors l'ADEME et l'ARCEP parlent de sobriété numérique et le premier effort il doit concerner les terminaux. Ils ne sont pas fabriqués en France mais on continue de les acheter massivement. Alors en gros, l'idée ça serait de ralentir le cycle de rachat des smartphones. Aujourd'hui on en rachète à peu près tous les 2 ans. Il faudrait passer à 3 ou 4 ans. Il faudrait aussi essayer de se tourner vers des modèles éco-conçus avec des matériaux renouvelables ou recyclés. Il faudrait aussi opter pour l'économie circulaire en achetant des smartphones de seconde main. Il y a aussi un sujet sur la multiplication des terminaux. On le voit avec l'IoT, on multiplie les périphériques et les écrans. Il y a en général 2 smartphones par 2 accessoires par smartphone. Et donc, il faut s'engager dans une sobriété, essayer d'acheter moins de produits à l'avenir. Et aussi des efforts à faire du côté des réseaux. Oui, effectivement, il y a tout un sujet autour de la bande passante, je le disais, qui représente jusqu'à 20% des émissions de gaz carbonique en France. Selon l'ADEME, c'est environ une consommation de 18 grammes de CO2 par gigaoctet sur une ligne fixe et jusqu'à 50 grammes de CO2 sur une ligne mobile. Donc concrètement, il faudrait consommer moins de fichiers vidéo, privilégier le Wi-Fi au détriment de la 4G ou de la 5G, privilégier aussi des fichiers basse def au lieu de prendre de la haute définition. Malheureusement, c'est pas du tout dans cette direction que vont les internautes et les mobinautes. Selon le Ericsson Mobility Report, la vidéo représentera 76% de la bande passante sur les réseaux cellulaires en 2026 contre 64% aujourd'hui. Et une vidéo peut consommer à elle seule l'équivalent de 100 grammes de CO2 contre à peine 0,01 g pour un SMS, c'est 10 000 fois plus. Et vous pensez que cette transition énergétique va modifier profondément nos usages ? En tout cas, on en est à l'heure de la prise de conscience. Je le disais, le numérique ne se sentait pas concerné jusqu'à récemment. Aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience de l'ensemble du secteur, tant des consommateurs que des professionnels. Alors, les grandes entreprises doivent commencer à faire des rapports RSE dans lesquels elles publient leurs émissions de gaz carbonique. Mais effectivement, le numérique est en train de changer. Il change à la vitesse des startups, ça change très vite. On n'a pas trop le choix, mais en tout cas, on pense qu'on peut encore réduire sensiblement la production de carbone avant qu'il ne soit trop tard. Alors, on va voir ça avec justement un des acteurs de cette économie du mobile, Fabien Aumont. Je rappelle donc, vous êtes le directeur marketing produit chez Adform, société danoise qui est spécialisée dans la publicité digitale. C'est ça, vous voulez préciser ? Exactement, une société dans l'adtech qui fournit des solutions d'activation, de gestion publicitaire sur mobile, mais aussi en desktop, en télévision, en DOH. Donc c'est très large, le digital désormais.
aux annonceurs et de monétisation pour les éditeurs. Le but du jeu, c'est vraiment de construire un écosystème qui va permettre l'efficacité publicitaire pour les annonceurs et la monétisation pour les éditeurs. Et alors, à quel point vous êtes concerné par ces questions environnementales, pardon ? Alors, on a deux axes. Déjà, en tant qu'entreprise de la tech, on gère des flux de données, énormément de données via nos data centers. Et une manière qu'on a très vite choisi d'opter, c'est de diminuer la consommation carbone de nos data centers. Donc on a nos propres data centers à travers le monde et aujourd'hui en Europe on a 100% de nos data centers qui tournent sur des énergies décarbonées comme l'éolien, l'hydraulique, le nucléaire. Donc vous avez modifié votre politique RSE, c'est ça ? On a accompagné un changement et une politique RSE. Alors d'ailleurs, c'est récent ça comme mouvement ? Non, ça fait plusieurs années déjà. On publie d'ailleurs, et je pense que c'est assez unique dans l'univers des technologies publicitaires. On publie depuis déjà plus de 5-6 ans nos bilans RSE sur notre site internet qui sont publics et cette notion de développement durable, elle est plus large que l'enjeu climatique et le développement environnemental, puisque ça couvre l'ensemble de l'économie et le rôle sociétal qu'une société comme Adform va avoir. Et donc, quand je parle de ça, le développement durable, il passe aussi par une responsabilité sociétale de défendre le financement par la publicité d'un Internet ouvert et qui va financer le journalisme, par exemple. Alors, une prise de conscience déjà assez ancienne chez Adform. Est-ce que les annonceurs et le marché publicitaire en est au même niveau aujourd'hui sur ces questions environnementales ? Effectivement, ça fait plusieurs années que chez Adform, on mesure notre empreinte carbone. D'un point de vue de l'industrie, on a un rapport de l'IAB Europe qui est sorti il y a quelques semaines, qui constate que la moitié des participants à l'économie publicité numérique mesurent leur empreinte carbone. Ça veut dire que la moitié ne la mesure pas. Ça veut dire que la moitié ne la mesure pas. Le verre à moitié vide, là. Il y a le verre à moitié, moi il y a le verre à moitié plein, sachant qu'il y avait jusque-là pas d'obligation à le réaliser. Et donc finalement, c'est une prise de conscience qui est relativement rapide. Les annonceurs, je pense, prennent conscience par le travail extraordinaire qui est fait par les associations et par les agences médias, de justement prendre conscience et évaluer ce bilan carbone de la publicité. Parce que vous les accompagnez concrètement, ces annonceurs, dans cette démarche ? Oui, tout à fait. Alors nous, comme on est au cœur de l'activation publicitaire, on est à une place privilégiée pour justement les accompagner. Et on a concrètement, par exemple, mis en place une option, une solution de réduction carbone des activations publicitaires digitales directement dans la plateforme qu'on va proposer à nos clients. Ce qui va donc c'est basé sur une mesure du bilan carbone des éditeurs, basé sur une société de mesure qui s'appelle Scope 3. Qui va justement donc évaluer, estimer l'empreinte carbone des différents éditeurs de diffusion d'un annonceur, et ce qui va nous permettre très simplement d'identifier les éditeurs avec une consommation carbone plus élevée et les mettre de côté pour privilégier les éditeurs qui ont une consommation carbone, une consommation plutôt les mettre de côté, c'est-à-dire ? Les exclure du plan pour se concentrer sur les éditeurs qui ont une consommation plus basse. Évidemment, on ne va pas changer tout un plan. On va identifier plutôt les 5% qui ont une consommation excessive de carbone, énergétique excessive, pour privilégier, du coup, migrer ces budgets vers la grande majorité des éditeurs qui sont inférieurs. Et ça va permettre 5% de réduction côté des domaines de diffusion, va permettre facilement d'économiser 20-25% de consommation énergétique. Et certains éditeurs sont plus gourmands que d'autres en bande passante, notamment en raison de pratiques vraiment très liées à cette industrie publicitaire ? Oui, c'est un sujet qui est lié à une pratique, alors c'est un peu technique, mais qui s'appelle le header bidding. Et le header bidding, c'est finalement, pour schématiser, une pratique de la part des éditeurs qui consiste à démultiplier les appels publicitaires lorsqu'il y a une opportunité d'afficher une publicité pour optimiser leur monétisation. Donc c'est une intention qui est louable et qui est très, très efficace. Ils arrivent vraiment à optimiser. D'ailleurs, la plupart des éditeurs maintenant ont mis en place le header bidding. Et l'effet pervers de ça, c'est qu'avec un excès de header bidding, on va démultiplier de manière outrancière les appels publicitaires. C'est ça qui va générer une consommation énergétique excessive. Et donc pour
une opportunité publicitaire, on va générer des milliers d'appels publicitaires qui va générer finalement une impression publicitaire. Mais ça ne doit pas être facile de faire entendre ce discours auprès des annonceurs qui cherchent l'efficacité. Et les annonceurs, ils vont chercher l'efficacité publicitaire par rapport à des éditeurs qui vont chercher à optimiser leur monétisation, évidemment. Là, l'intérêt, c'est de construire un cercle vertueux qui va consister en retirant donc, ces pratiques de header bidding excessives, se concentrer sur des éditeurs qui ont une pratique plus modérée de monétisation, et ce qui va être pour le meilleur finalement, parce que sur les pilotes qu'on a effectués sur ce programme-là, on améliore même les KPI des annonceurs. Donc c'est gagnant-gagnant, gagnant pour les éditeurs qui ont une pratique consciente du header bidding, et les annonceurs qui vont s'y retrouver dans leur KPI. Alors dans le développement durable, on parle de scope 1, de scope 2, de scope 3. En gros, il faut aussi être capable de quantifier les émissions indirectes, hein, c'est ça, de production de gaz carbonique, c'est un vrai sujet. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est scope 3 c'est quoi, c'est une norme en Europe Je vous parlais de Scope 3, qui est notre partenaire de mesure, qui est une société privée américaine, qui va développer cette mesure du bilan carbone de la publicité digitale. Mais Scope 3, à la base, c'est autre chose, et c'est effectivement une nomenclature, une sorte de classification des émissions de gaz à effet de serre qui a été établie. Scope 1 sont les émissions directes des entreprises. Donc une entreprise qui produit, qui crée un produit va générer des gaz à effet de serre, c'est le scope 1 quand c'est une émission directe. Quand c'est une émission indirecte, mais toujours liée à sa propre production, on va appeler ça scope 2. Donc là, ça va être la consommation d'électricité de ces plateaux. C'est une émission scope 2 de votre entreprise. D'accord. Et ensuite, scope 3, ça va être toutes les émissions indirectes en dehors de scope 1 et scope 2. Donc c'est facile, c'est tout le reste. Et tout le reste, il est vaste et c'est un énorme chantier parce qu'on parle de finalement monitorer et répertorier les émissions carbone d'intermédiaires. Que ce soit sur ce plateau, que ce soit pour Adform ou que ce soit pour les annonceurs qui utilisent nos plateformes. Et c'est ça qui est compliqué dans la chaîne programmatique, compte tenu de la quantité d'intermédiaires qui peuvent intervenir. Il y a d'autres actions concrètes pour réduire les bilans carbone des campagnes ? Oui, tout à fait. Il y a énormément de facteurs. On a cité donc un facteur qui est le header bidding, mais on parle aussi beaucoup et tu parlais de la sobriété énergétique tout à l'heure. Il y a une sobriété à acquérir aussi dans le digital, dans la publicité digitale, en améliorant la qualité de l'intégration publicitaire, par exemple, en améliorant et en faisant plus attention aux KPI que les annonceurs vont avoir en tête. Donc d'améliorer la visibilité publicitaire, la durée de visibilité publicitaire va avoir un impact direct parce que je vais avoir besoin de moins d'impressions publicitaires pour atteindre mon résultat si j'ai une très bonne visibilité publicitaire par rapport à une visibilité publicitaire moyenne, mais qui va me coûter 2 fois moins cher. Ouais. Donc il y a un coût financier et un coût carbone à évaluer. Et ce qui est vachement passionnant aujourd'hui, c'est qu'on va avancer avec ces 2 pieds dans la stratégie publicitaire de demain, en ayant vraiment ces 2 éléments en tête. Alors qu'avant, on ne regardait que le coût financier et on pouvait prendre des décisions qui étaient très valables financièrement et par rapport à des KPI de marque, par rapport au budget qu'ils ont, mais sans regarder la conséquence néfaste que ça peut avoir sur la consommation carbone. Donc là, on avance avec les 2 pieds et c'est beaucoup plus logique et beaucoup plus sain pour l'ensemble de l'écosystème. Et alors, vous fixez des objectifs, là, par exemple, sur 2023 ? Alors, le premier objectif pour nous, c'est vraiment de prendre des actions concrètes très rapides sur ce qu'on est capable de contrôler et d'influencer avec nos clients. Donc, le header bidding est un sujet, améliorer le pilotage des KPI en est un autre, améliorer la qualité de l'intégration publicitaire. Tout ça, c'est des éléments qui vont permettre facilement, sans douleur pour les annonceurs, de réduire de 50% potentiellement l'impact carbone de leurs plans médias digitaux. Et ça peut se faire juste par cette prise de conscience. Ensuite, on a un autre enjeu. Pour terminer alors
qui va être d'établir toutes ces normes en fait et d'accompagner. Nous, en tant que plateforme, on ne va pas déterminer quelles sont les normes, mais que l'ensemble de l'industrie, grâce au travail des associations, établisse ces normes-là pour pouvoir avoir une vue plus précise et plus exhaustive de la consommation carbone. C'est bien parce qu'on voit que ça bouge en tout cas dans ce secteur du marketing mobile. On voit grâce à vous, Jérôme Bouteiller, d'Écran Mobile, et Fabien Aumont d'Adform. Merci à tous les deux. Juste après, on regarde Où va le web ? Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Donald Trump. Et là, c'est Eva qui nous parle de son NFT, sa collection de NFT. Encore une preuve que les NFT sont des actifs spéculatifs. Dernier exemple en date, celui de Donald Trump. L'inculpation au pénal il y a quelques jours de l'ancien président américain booste sa popularité, mais aussi sa collection de NFT. Vous savez, ces cartes qui représentent Trump dans diverses situations, notamment en champion de lutte musclé ou encore tenant un ballon de basket. Eh bien, pour vous donner une idée, le soir où la nouvelle est tombée, plus de 50 000 $ de cartes NFT à l'effigie de Donald Trump ont été échangées. Une hausse spectaculaire en volume de vente, mais aussi en termes de prix. Une carte Trump s'échange ces jours-ci à un prix moyen de 854 $. Quand il lance sa collection en décembre, une carte NFT en vaut 99, soit une hausse de 862% en 4 mois. Il faut dire que le prix de ces cartes NFT fluctue beaucoup depuis leur création. Lancement en fanfare d'abord en décembre 2022, 45 000 cartes écoulées en quelques heures. Un plus haut niveau historique atteint le 16 février 2023. Et ensuite, le prix des cartes NFT de Donald Trump chute fortement jusqu'à l'inculpation, donc où il remonte en flèche. Il est d'ailleurs probable que la volatilité de ces NFT reste très élevée à l'approche des prochaines élections américaines. C'était Smart Tech. Merci à tous de nous suivre avec fidélité sur la chaîne Bismart, mais également en podcast. Je sais que vous êtes nombreux à nous écouter. On se retrouve évidemment dès demain pour une nouvelle discussion sur la tech. Smart Cyber vous est présenté par le FIC, Forum international de la cybersécurité. Jean-Noël Degazin, vous êtes le patron de Walix, également à la tête d'Exatrust qui rassemble les acteurs français de la tech et de la cyber en particulier, très présents ici au FIC bien évidemment. Et puis vous êtes également le pilote de ce projet cybersécurité au sein du comité stratégique de filière industrie et sécurité. Et là, vous travaillez sur la nouvelle feuille de route pour les prochaines années. Oui. Qu'est-ce qu'on va y trouver ? Alors, la première feuille de route et le premier contrat de filière ont permis de mettre en place un certain nombre de graines dans un certain nombre de sujets, aider les utilisateurs à s'équiper, aider les petites entreprises à grandir, créer un écosystème, booster les formations et sensibiliser le grand public. Le deuxième contrat de filière, c'est le passage à l'échelle. Okay. Le passage à l'échelle, ça veut dire qu'on va aider, en particulier, on va continuer à aider les hôpitaux, les collectivités locales, toutes les entreprises PME, ETI impactées par NIS 2, à moderniser leur système de cyber. Donc NIS 2, nouvelle directive sur la cybersécurité qui va s'imposer là en 2024, c'est demain ça ? C'est demain. Et votre feuille de route, elle va démarrer quand ? Alors nous, notre feuille de route, elle va démarrer cet été. Ok. Voilà. Et pour le moment, on a mis en place des groupes de travail. On est en train de parler des sujets de cyber pour les PME, cyber pour le système de santé, cyber pour les collectivités, le Made in France et la promotion des entreprises françaises à l'international, le rayonnement. Il y a peut-être un petit clin d'œil avec le FIC, bientôt le forum InCyber, puisque nous voulons aussi inscrire un événement d'ampleur mondiale et européenne autour en France, qui aurait lieu en France et qui pourrait ressembler au forum InCyber. Ça fait partie des choses que l'industrie attend pour grandir et aider tout le monde à être mieux protégé. Alors ce sujet de la souveraineté, on en parle beaucoup. Qu'est-ce que ça représente Exatrust sur le FIC cette année ? Alors on a 33 entreprises présentes dans notre espace Exatrust, ouais. Et on en a 68 présentes sur le salon. Au total, on est 98 membres. Nous, ce qu'on veut, c'est essayer de rassembler
un portefeuille des meilleures technologies qu'on peut trouver en France pour s'équiper, être sensibilisé, pour mieux monitorer l'état de sa cybersécurité et puis faire Et là, ensemble... vous les voyez grandir, là, vos Ouais. startups que vous accompagnez? Parce qu'on voit Il y a des eu- stands de plus en plus grands, finalement. Mais autour de oui, nous. mais parce qu'il y a eu énormément de levées de fonds, des gens comme Égérie récemment, un certain... Mais il va y avoir pardon, plus d'entreprises. on va vers quoi, en fait? Comment vous voyez Alors- évoluer le marché, là, sur les prochains mois? Alors nous, on a par exemple créé un Consolidation. accélérateur. Nous, on pense qu'il va y avoir encore davantage de startups. Ça va continuer sur différents sujets qui vont venir compléter, on va dire, l'arsenal de cybersécurité. Smart Cyber vous a été présenté par le FIC, Forum international de la cybersécurité.